Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette session où je vais essayer de faire avec vous un petit voyage, une promenade dans le programme de recherche de Microsoft en intelligence artificielle, en sachant que je vais évidemment grappiller des sujets, je vais m'arrêter sur quelques-uns relativement brièvement, ne pas en traiter du tout quelques autres parce que je n'aurai pas le temps. L'idée, c'est d'essayer de vous donner un petit peu le goût de certains sujets, si ces sujets vous intéressent. Donc, comme je n'ai pas de retour, je vais me retourner, parce qu'il faut aussi que je vois à peu près ce que je projette, donc je vais me mettre un peu sur le côté, là. Voilà. Donc, avant de démarrer ce petit voyage, cette petite promenade, je voudrais juste insister sur quelques éléments qui structure l'approche et la stratégie de Microsoft en matière d'intelligence artificielle. Donc, notre mantra en termes d'intelligence artificielle, c'est d'amplifier l'ingéniosité humaine. Ce qui veut dire, en particulier, qu'on n'est pas dans une logique de remplacement de l'humain, on est dans une logique où on aide l'humain, on le complète, on l'amplifie, mais en aucune façon, on est dans une logique de remplacement. Et on essaye d'accompagner ce mouvement dans une logique où l'idée, c'est non seulement, bien sûr, de gagner au Go ou à d'autres jeux du même genre, mais d'essayer, si possible, de résoudre parmi les plus grands défis qui sont posés à notre humanité aujourd'hui, que ce soit en termes de maladie, d'ignorance ou de pauvreté, qui peuvent paraître des sujets mineurs pour une société capitaliste, mais qui sont pourtant des sujets extrêmement importants pour nous. Si on essaye de regarder ce qui donne naissance aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler un nouveau printemps de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, pour mémoire, ça date au moins dans l'énonciation du nom du séminaire de Dartmouth College qui remonte à 1956, donc ça remonte à longtemps, avec Marvin Minsky, McCarthy, etc. L'intelligence artificielle a connu plusieurs hivers, c'est-à-dire que finalement, elle a beaucoup promis et peu délivré. Et ce qui donne naissance à ce printemps, c'est effectivement le renouvellement de capacités de calcul extrêmement importantes avec les architectures de cloud computing, la présence de données de plus en plus massives à partir desquelles il est possible effectivement d'appliquer des algorithmes qui se raffinent en permanence et qui progressent en permanence. Et ces trois phénomènes sont autant de multiplicateurs pour finalement permettre l'innovation en intelligence artificielle. Donc quand on regarde ce que ça veut dire concrètement, ce qui est probablement le phénomène qui a vu vraiment l'accélération et l'irruption de ce printemps dont je parle à l'instant, c'est certainement l'application de techniques qu'on connaît depuis longtemps, à peu près depuis les mêmes années, donc la fin des années 50, qui est l'utilisation des réseaux de neurones pour faire des choses que les réseaux de neurones font très bien, à savoir reconnaître des patterns. Donc, réseau de neurones profonds, ça permet notamment de reconnaître extrêmement bien des images. Donc, dans le cas de la reconnaissance d'images, il y a un benchmark assez standard dans l'industrie qui s'appelle ImageNet, qui repose sur la capacité de classer 1 million d'images en 1000 catégories. Et c'est un sujet sur lequel, en utilisant une approche un peu originale, reposant sur des réseaux de neurones dits résiduels, on a eu la possibilité,
au sein de Microsoft Research de battre pour la première fois l'humain dans cette tâche. Et donc en 2015, à travers un réseau de neurones de 152 couches, on a été effectivement capable de reconnaître les images mieux que les humains et accessoirement de battre toute la concurrence. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est effectivement ce côté un peu symbolique qui consiste finalement à dire qu'on a des moyens, en utilisant un ordinateur aujourd'hui, de voir aussi bien qu'un humain, en tout cas dans cette logique de capacité à reconnaître des images. Ensuite, on peut débattre, parce que c'est vrai que classer en 1000 catégories des images, c'est pas facile pour un humain. Donc, c'est un sujet sur lequel la machine est beaucoup plus capable de raisonner qu'un humain ou de classifier. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été un accomplissement significatif. On peut parler aussi d'un autre sujet qui est la reconnaissance de la parole. Donc là aussi, il y a un benchmark assez standard qui est celui qui s'appelle Switchboard et qui repose finalement sur la comparaison de l'activité d'un humain qui ferait de la télétypie pour reconnaître ce que raconte quelqu'un et le saisir. Et là aussi, on est descendu à un niveau qui est, on va dire, à peu près équivalent à celui de l'homme. Et donc c'est clair qu'on peut considérer que ces deux accomplissements, en termes de reconnaissance des images et reconnaissance de la parole, sont des dates probablement assez marquantes dans l'histoire de ce renouveau de l'intelligence artificielle. Ça a permis aussi, toujours en utilisant les réseaux de neurones profonds, qui ont d'ailleurs remplacé complètement les approches statistiques qui étaient pratiquées jusqu'alors, de permettre effectivement de faire de la traduction automatique, c'est-à-dire finalement de permettre à n'importe qui de parler dans une langue et de faire en sorte que son interlocuteur à l'autre bout de la planète, potentiellement, vous l'entende dans sa langue maternelle. Donc c'est ce qui est mis à l'œuvre, par exemple, dans Skype Translator, où on peut effectivement parler dans sa langue naturelle, maternelle, et faire en sorte que son interlocuteur vous entende aussi dans sa langue naturelle, maternelle, qui n'est pas la même que la vôtre. En termes d'intelligence artificielle, notre objectif extrêmement clair, c'est de démocratiser l'accès à cette intelligence artificielle et en particulier la rendre accessible à chaque développeur. Pour cela, on a la volonté, que ce soit dans le cloud ou, on va dire, à la frontière du cloud, dans des objets à qui on confère ou on a la volonté de conférer de l'intelligence, un certain nombre de moyens techniques qui vont être manifestés sur ce graphique à travers trois grandes parties. Une partie touchant aux services qui vont être mis à la disposition des développeurs depuis n'importe quel langage et n'importe quelle plateforme. Donc aussi bien pour construire des bots que pour invoquer des services cognitifs, pour par exemple reconnaître la parole, reconnaître les images et faire un certain nombre d'autres choses sur lesquelles on va revenir. La possibilité, bien sûr, de construire des services personnalisés à travers la construction d'algorithmes de machine learning, reposant sur une infrastructure qui est à la fois riche en données, riche en dispositifs de calcul et reposant sur une utilisation de plus en plus massive d'interfaces graphiques telles que des GPU ou de hardware reprogrammable tels que des FPGA, et d'un certain nombre d'outils qui vont permettre de rendre plus simple le développement d'algorithmes, mais aussi de simplifier le travail assez fastidieux et quelquefois frustrant auquel est confronté le data scientist, qui consiste notamment à nettoyer les données de tous les éléments parasites, quels que soient ces éléments. Ça peut être
des données dites aberrantes, des outliers au sens statistique du terme, mais ça peut être aussi simplement parce que la donnée n'est pas représentée dans le bon format et que du coup on n'est pas capable de l'utiliser. Donc ce sont des sujets sur lesquels vous aurez la possibilité, je crois que c'est en salle 3, au-dessus, à l'étage, au premier étage, tout à l'heure, juste après cette session, de pouvoir faire un peu un tour de l'ensemble de ces outils, sachant que ces outils vont bien sûr reposer sur un certain nombre de frameworks, notamment en termes de deep learning. Donc j'en ai présenté quelques-uns ici, donc CNTK, qui est le framework qui a été développé par Microsoft, TensorFlow, celui de Google, et on peut en rajouter plein, que ce soit Caffe, Scikit-learn et d'autres. Et notre objectif au niveau de ces frameworks, c'est finalement de réussir à disposer, à mettre en œuvre des modèles interopérables, c'est-à-dire qu'on ait la possibilité d'échanger entre ces différents frameworks à travers un framework commun qui s'appelle Onyx, qui est indiqué ici, et qui va permettre d'héberger à la fois l'ensemble des frameworks et l'ensemble des outils qui vont permettre d'invoquer ces frameworks de manière un peu plus simple, depuis des langages comme par exemple Python ou R. Et donc c'est une initiative commune que l'on mène avec Facebook pour développer un framework commun qui puisse ensuite invoquer l'ensemble des différents mécanismes hardware dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc parmi les briques techniques qui sont mises à la disposition des développeurs, il y a la possibilité de mettre en œuvre des environnements conversationnels à travers des bots. L'idée étant de faire en sorte que si les ordinateurs parlent l'humain, alors on a des chances raisonnables que les humains puissent parler avec les ordinateurs, dans un contexte où il y a effectivement un foisonnement du développement des bots. Donc j'en ai donné un exemple ici qui est l'utilisation sur l'environnement Stack Overflow que vous connaissez probablement si vous êtes développeur, qui est d'utiliser tout simplement un bot pour vous aider à coder, donc vous aider à trouver des exemples de code, vous aider à trouver facilement la documentation d'une interface ou d'une méthode, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé en partenariat avec Stack Overflow sous une forme qui simplifie finalement la vie du développeur et qui permet potentiellement de lui générer des snippets qui peuvent être directement intégrés à travers un simple coupé-collé dans son code. C'est aussi tous ces services cognitifs dont j'ai parlé tout à l'heure, aussi bien en termes de vision par ordinateur qu'en termes de reconnaissance de la parole, reconnaissance des langages, à travers des capacités d'analyse linguistique, syntaxique, etc., des capacités de traduction, l'appel à des moteurs de connaissances, à des moteurs de recherche, à la mise à disposition d'un certain nombre d'outils qui sont directement intégrés sous la forme de lab, avec leur équivalent dans un mode totalement personnalisé, totalement custom. Et donc l'idée, c'est qu'à travers l'ensemble de ces services cognitifs, on puisse, depuis n'importe quel système, n'importe quel langage, que ce soit dans des environnements iOS, macOS, Android, Windows, pouvoir invoquer ces services cognitifs qui sont effectivement des services qui sont exécutés en général pour l'essentiel dans le cloud. Et concrètement, ces services cognitifs qui sont accessibles depuis l'adresse qui est indiquée ici, ils permettent par exemple de créer une application dont la petite vidéo qui suit va vous donner une idée. Cette application est d'ailleurs disponible sur l'Apple Store. Est-ce qu'il est possible de monter le son, s'il vous plaît? Merci. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to a school for the blind, and that's where
I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Hello, good afternoon. Here's your menu. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do. But artificial intelligence is improving at an ever faster rate, and I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Je vais maintenant parler un peu du programme de recherche de Microsoft en intelligence artificielle. Si on regarde les principaux domaines qui historiquement ont été mis sur la table en matière d'intelligence artificielle par les pères fondateurs du domaine, il y a essentiellement 4 grands sujets qui sont bien sûr la perception, l'apprentissage, le raisonnement, le langage naturel. Et autour de ces principaux grands sujets, se sont greffés toute une série de domaines complémentaires qui ont constitué autant de domaines de recherche qui ont effectivement abouti finalement à la création de communautés de recherche spécialisées sur l'ensemble de ces différents sujets. Et au sein de Microsoft Research, on a exactement le même type de finalement dispersion des compétences en intelligence artificielle autour de toute une série de domaines extrêmement divers. On a donc pris la décision, il y a à peu près 1 an et demi maintenant, de regrouper l'ensemble de ces chercheurs pour travailler de manière beaucoup plus intégrée autour des sujets d'intelligence artificielle, parce que on se rend bien compte que la plupart des intelligences artificielles qu'on est capable d'engendrer aujourd'hui sont des intelligences artificielles étroites, qui vont être spécialisées sur un domaine particulier. Et si on veut essayer de faire des progrès, et c'est un sujet sur lequel on va passer beaucoup d'énergie, et je vais en donner quelques exemples dans un petit instant, on a la nécessité d'intégrer beaucoup mieux les différents domaines qui sont aujourd'hui des domaines qui sont bien souvent portés par des communautés de recherche relativement étanches avec leurs propres conférences et leur propre façon de travailler. Et donc, on s'est fixé 3 aspirations clés en termes de progrès en matière de recherche en intelligence artificielle. Le premier, c'est la volonté d'atteindre davantage d'intelligence générale. Quand on parle d'intelligence générale ou d'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence artificielle qui a des capacités de, par exemple, bénéficier d'une conscience de soi, d'une capacité à
pouvoir comprendre les besoins de l'autre, d'avoir une certaine forme d'empathie, de faire preuve de créativité et pas simplement de clonage de choses qui ont déjà été faites. Donc c'est un sujet qui reste un sujet extrêmement ambitieux et extrêmement lointain si on est réaliste, mais pour lequel il y a la nécessité effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on va mentionner dans un petit instant. Deuxième aspiration, maîtriser tout ce qui est collaboration entre humain et intelligence artificielle, donc la notion de collaboration entre l'homme et la machine. Et troisième pilier, au moins aussi important, qui est globalement tout ce qui est relation entre l'intelligence artificielle, les citoyens et la société d'une manière générale. Donc premier pilier, intelligence générale. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui on dispose de briques de compétences et donc il est nécessaire de plus en plus de savoir intégrer ces briques de compétences pour former des intelligences intégratives, être capable de combiner les compétences. Et donc pour ça, on a besoin de résoudre un certain nombre de problèmes importants dans un cadre où, bien sûr, on continue de travailler sur tout ce qui est perception, apprentissage, planification, prise de décision, bref, tous les domaines classiques de l'intelligence artificielle, mais dans une approche résolument intégrative, capable de rassembler des compétences multiples à travers des mécanismes qui vont avoir la possibilité de tisser ensemble différentes compétences à travers des processus de coordination et de réflexion. Et parmi les grands défis qu'on a besoin d'adresser, on a tout d'abord le besoin de se donner les moyens de raisonner sur le monde de façon non supervisée, de la même façon qu'un enfant est capable aujourd'hui, quand on lui a présenté un chat en un seul exemplaire, de reconnaître à peu près, sans se tromper, tous les chats de la planète. Bien sûr, quand on lui présentera un lynx ou un tigre, il se trompera, mais pour ce qui est des chats, si on veut faire la même chose et faire la même chose à un ordinateur aujourd'hui, il faut lui présenter des centaines ou des milliers d'images de chats pour être capable de faire la même chose. Donc, l'apprentissage non supervisé est un véritable défi aujourd'hui. Un autre élément dont on n'est pas forcément très bien doté au niveau des ordinateurs, c'est le bon sens. Par exemple, pour donner un exemple vraiment très terre à terre, si j'ose dire, comment donner à l'ordinateur ce qu'un enfant est capable de percevoir à l'âge de 6 mois, c'est-à-dire la compréhension de la gravité. Je fais tomber mon jouet, il tombe. Donner la même impression ou le même sens à un ordinateur, c'est loin d'être évident. Il y a bien sûr toutes les compétences sur le plan social et émotionnel qui sont nécessaires en termes de communication, qui sont aussi nécessaires quand il s'agit d'interagir avec l'homme, qui sont aujourd'hui des choses qui manquent considérablement aux intelligences artificielles. Et puis, d'une manière générale, et c'est le point que je mentionnais à l'instant à propos de la gravité, des connaissances sur le monde physique environnant, qui sont aujourd'hui des éléments qui sont assez complexes à appréhender dans un contexte d'intelligence artificielle. Donc, si on passe à l'ambition suivante, qui est la collaboration entre les humains et l'intelligence artificielle, qui n'est pas forcément un domaine totalement déconnecté du précédent, évidemment, il y a la nécessité d'augmenter d'une manière générale les capacités humaines. Et donc si on regarde aujourd'hui l'intellect humain et ses aptitudes, il y a dans notre intellect à la fois des angles morts, des biais, des écarts par rapport à ce qui serait nécessaire de pouvoir faire. Et donc l'idée, à travers la volonté de tirer parti et d'étendre les résultats de la psychologie cognitive, qui est un sujet qui a eu ses heures de gloire il y a quelques années, mais qui aujourd'hui est un peu abandonné et qui serait nécessaire de ressusciter, si j'ose dire, c'est la volonté finalement de pouvoir, à travers l'utilisation de ces résultats, utiliser finalement la machine pour complémenter les aptitudes de notre intellect, à travers des capacités de mieux utiliser notre mémoire ou d'utiliser la mémoire de l'ordinateur, à travers la capacité de potentiellement compléter notre jugement ou lui permettre de reposer par exemple sur des faits que nous ne sommes pas forcément capables de percevoir, ou de pouvoir maintenir une attention constante, ce qu'en général, nous, humains, avons beaucoup de mal à faire.
Même chose pour ce qui est de la capacité finalement à compléter la cognition humaine par de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de concevoir des systèmes à travers un mélange d'initiatives qui vont reposer sur à la fois des approches de machine learning, mais aussi sur un repos sur l'utilisation de plus en plus importante des capacités d'inférence qui peuvent aussi nous être apportées par certaines branches de l'intelligence artificielle qu'on ne cite pas ici, notamment les approches bayésiennes. Troisième pilier, la capacité de fournir des perspectives sur l'intelligence artificielle, les citoyens et la société. C'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de défis qui sont posés aujourd'hui. Nos concitoyens ont peur de l'intelligence artificielle, à tort ou à raison, ensuite on peut débattre, ce n'est pas la question. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées. Si on utilise par exemple une intelligence artificielle pour conduire une voiture autonome, la question de la fiabilité et de la sécurité sont évidemment des éléments tout à fait fondamentaux. Il y a la question de l'équité, de l'exactitude, la question de la transparence. En quoi les algorithmes sont-ils transparents? Sont-ils capables d'expliquer pourquoi ils ont pris une décision? Sujet hautement complexe. Et d'une manière générale, il y a toute la question des explorations de toutes les relations qu'on peut créer entre les humains et l'intelligence artificielle. Donc par rapport à l'ensemble de ces différents éléments, je vais aborder assez rapidement quelques sujets qu'on peut considérer comme étant en progrès ou sur lesquels, d'une manière générale, les chercheurs avancent. Premier élément, une des questions qu'on souvent on omet de se poser, c'est qu'on se dit j'ai des données en quantité absolument industrielle, le cloud, je collecte des données en permanence. Mais il y a quand même des situations dans lesquelles les données ne sont pas si nombreuses que ça. C'est par exemple ce qui se passe sur les données médicales, où on ne dispose pas de millions de patients sur lesquels on a été capable de collecter des données d'oncologie, par exemple, parce qu'on espère qu'effectivement, il n'y ait pas trop de gens qui souffrent du cancer, même si malheureusement, il y en a beaucoup. Et donc, il y a un certain nombre de capacités, finalement, à appréhender la rareté des données, à travers soit de nouvelles façons d'apprendre, donc apprentissage par transfert. On peut aussi parler d'apprentissage faiblement supervisé. Ça, ce sont des techniques qu'on utilise aujourd'hui, notamment justement pour traiter des images médicales et aider les oncologues. On peut essayer aussi de générer des données, soit à travers des modèles génératifs, soit à travers des simulations riches. Et parmi les éléments que je voudrais juste porter à votre attention, une réalisation relativement récente qui date de 2-3 ans qu'on a réalisée à travers toujours la même collection d'images, le fameux benchmark ImageNet dont on a parlé tout à l'heure, avec 1 million de photos et 1000 catégories. Il est clair qu'on a aujourd'hui l'incapacité de mettre dans un objet connecté de très faible capacité de calcul et de très faible capacité de mémoire la totalité de l'exécution du modèle résultant. Je ne parle pas de l'apprentissage, je parle simplement du modèle résultant. Et donc en fait l'idée que l'on a eue, c'était finalement par rapport au modèle généré, de prendre l'équivalent d'un couteau, donc on imagine un modèle qui est verticalisé, donc en fait on a l'ensemble des neurones qui sont traversés depuis le bas vers le haut, et l'idée c'est de prendre un couteau et de couper le modèle. Donc en fait on le coupe un peu, on le coupe potentiellement beaucoup, et puis l'idée c'est que finalement si on injecte des images en entrée du pipeline de deep learning, on va avoir la possibilité finalement d'utiliser ce qui reste de notre réseau de neurones en le complétant par des méthodes relativement primitives, comme par exemple des cas plus proches voisins, pour finalement construire un modèle qui va être capable d'être intégré dans, pourquoi pas, un portier de maison pour accueillir les gens en connaissant leur visage. Et donc c'est une petite démonstration qu'on a mis en œuvre à travers simplement une toute petite carte avec un processeur Raspberry Pi, une caméra, une batterie. Donc c'est évidemment un prototype, tout ce qui est de plus artisanal, pour finalement donner ce type de choses qui est finalement d'apprendre sur un très très petit dispositif. Donc là l'idée c'est
simplement d'apprendre à reconnaître sur la base des 4 photos qui sont présentées ici et de généraliser le modèle à l'ensemble des personnes qui sont ici. Et donc, ce qu'on vous présente ici, c'est simplement les résultats. Donc, vous voyez que en dehors de la personne en question sur laquelle il y a eu une erreur, tout le reste est reconnu correctement. Donc, ça prouve qu'il est possible, dans des cas où les contraintes physiques le nécessitent, de pouvoir exécuter un modèle sur des environnements hardware qui sont extrêmement limités en termes de capacité de calcul et de stockage. On peut aussi essayer d'apprendre à utiliser des modèles génératifs. Donc ça peut être des modèles génératifs expressifs, ça peut être la volonté de généraliser à partir de bases d'apprentissage minimum, et ça peut être de faire quelque chose qui est assez original, qui est d'exploiter la physique. Quand vous regardez un pipeline de reconnaissance d'images traditionnel, on va encoder et décoder, et l'idée c'est finalement d'intégrer au sein de ce pipeline de encodage-décodage un moteur de physique au sens physique du terme, pour être capable finalement, quand je fais de la reconnaissance d'images, de pouvoir raisonner sur le temps de pause, sur la façon dont l'image est illuminée par une source de lumière externe, la forme, de telle façon par exemple qu'on ait la possibilité de pouvoir distinguer entre 2 visages que nous, humains, on a très facilement la capacité de reconnaître, mais qui correspondent dans la pratique à un visage de face ou un visage de semi-profil. Et donc, en fait, on se rend compte qu'à travers l'utilisation de ce moteur graphique qui est injecté dans le pipeline d'apprentissage, on aboutit effectivement à des résultats très intéressants. Un autre point sur lequel je voudrais continuer rapidement notre voyage, c'est tout ce qui concerne le hardware. Donc on a beaucoup parlé de calcul à partir de CPU, de GPU, donc de cartes graphiques, de CPU ou plus exactement de processeurs reprogrammables tels que des FPGA, des Field Programmable Gate Array. Un des sujets sur lesquels aujourd'hui on travaille de manière extrêmement significative, c'est l'informatique quantique. Donc l'informatique quantique, c'est un sujet qui peut amener à révolutionner de manière assez substantielle le machine learning à travers la possibilité d'accélérer un certain nombre de tâches de calcul. Donc les algorithmes d'échantillonnage peuvent bénéficier d'une accélération quadratique. Pour tout ce qui est calcul linéaire, inversion de matrice notamment, sous réserve que ça soit à peu près bien préparé, on a des capacités d'accélération exponentielle. Donc en fait, c'est des sujets sur lesquels on peut à la fois créer de nouveaux modèles pour les données, on peut disposer de mécanismes d'entraînement extrêmement efficaces avec moins d'approximation, en sachant qu'un des éléments qui peut paraître surprenant, c'est qu'il y a un certain nombre d'algorithmes de machine learning, dont j'en ai listé un certain nombre ici. Si vous regardez attentivement cette liste, vous constaterez qu'il n'y a pas de deep learning. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de deep learning, c'est que malheureusement, il est très compliqué de faire du deep learning avec une machine, un ordinateur quantique. Un ordinateur quantique est extrêmement efficace sur des opérations linéaires. On pourra expliquer pourquoi, c'est vraiment lié aux propriétés de la physique quantique elle-même. Mais par contre, dès qu'on commence à travailler sur des modèles non linéaires, ce qui est typiquement ce que l'on fait en deep learning, typiquement, on va utiliser des sigmoïdes, on va utiliser des fonctions diverses et variées qui sont en général non linéaires, même si elles sont souvent dérivables, mais pas toujours. Et donc en fait, ce sur quoi aujourd'hui on travaille, c'est sur le dernier objet mathématique ou le dernier objet algorithmique qui est indiqué ici, qui sont les machines de Boltzmann, qui sont effectivement des machines à travers lesquelles il est possible d'utiliser des approches linéaires qui sont particulièrement bien appropriées pour un ordinateur quantique. Le dernier sujet sur lequel je voudrais juste donner quelques idées, c'est sur tout ce qui
touche de près ou de loin la question du respect de la vie privée, de la sécurité, qui est un sujet sur lequel il y a aussi beaucoup de questionnements, non seulement de nos concitoyens, mais aussi des régulateurs. Et donc parmi les sujets sur lesquels on travaille, bon, il y a évidemment tous les sujets qui sont indiqués ici, donc le chiffrement homomorphe, la capacité finalement de faire des calculs sur des données qui sont chiffrées sans disposer des clés de chiffrement. Quelque chose qui s'appelle differential privacy, mais sur lequel je n'aurai pas le temps de trop insister. Et puis, le point sur lequel je voudrais un tout petit peu insister, qui est la notion de calcul sécurisé multipartite. En gros, l'idée, c'est de dire, imaginons que j'ai plusieurs laboratoires de recherche qui disposent, par exemple, de chaînes d'ADN, et en fait, qui voudraient mettre ensemble, en commun, leurs données, mais sans que chacun des laboratoires partage ces données avec le laboratoire d'à côté. Donc pour ça, donc c'est le scénario qui est indiqué ici. Donc l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir utiliser des algorithmes de machine learning dessus. Pour ça, on a la possibilité d'utiliser une approche assez révolutionnaire qui consiste à utiliser une extension de l'architecture Intel qui s'appelle SGX, qui permet en fait de créer à l'intérieur d'un processeur ce qu'on appelle une enclave, à l'intérieur de laquelle on va avoir la possibilité de réaliser des calculs sur la base de données et de codes qui rentrent chiffrés dans le processeur, qui en ressortent chiffrés, la clé ayant été déposée par l'utilisateur, le client final, de telle façon que seul le processeur peut travailler sur des données et du code qui sont chiffrés en ayant la possibilité de les voir en clair. Mais vu du restant du monde, c'est une totale boîte noire. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur du processeur, en dehors de l'utilisateur qui a programmé son algorithme. Donc ça, c'est globalement un des moyens en termes de recherche qui permet effectivement d'imaginer, de résoudre cette problématique de respect de la vie privée. Donc voilà les quelques sujets sur lesquels je voulais vous faire parcourir certains des travaux de recherche de Microsoft. Et donc, ce que je vous invite à faire, puisque il y a juste au-dessus, en salle 3, un atelier sur l'utilisation d'un certain nombre des technologies que j'ai présentées en début de présentation, c'est d'y aller faire un tour. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, je suis à votre disposition pour y répondre. Oui, je crois qu'il va falloir vous apporter le micro, sinon ça va être compliqué. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez mentionné une application qui venait en aide aux personnes aveugles. Est-ce que vous Oui. pourriez nous donner le nom de cette application, s'il vous plaît? L'application s'appelle Seeing AI. Vous pouvez épeler? S-2-E-I-N-G-A-I. Merci. Donc, par contre, si vous voulez le télécharger depuis l'Apple Store, il faut que vous accédiez à l'Apple Store en langue anglaise, puisqu'en fait, pour l'instant, l'application n'est disponible qu'en anglais, donc soit américain, soit anglais d'Angleterre. Merci beaucoup.